Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire horticole intitulé Combattre la gale commune de la pomme de terre, des agents pathogènes aux méthodes de contrôle. Ce webinaire est présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui dans le cadre de cette activité afin de partager les derniers résultats de la grappe scientifique d'Agriculture et Agroalimentaire Canada au sujet de la gale commune. Je me présente, je suis Marie-Pascale Baudouin, je suis agronome à la direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je travaille dans le secteur de la pomme de terre. Je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de mon collègue Yves Auger, qui est agronome, lui, à la direction régionale de la Mauricie. Donc, Yves va assurer le support technique, puis il va répondre aussi à vos questions dans la section du clavardage. Avant de laisser la parole à notre conférencière, j'aimerais vous rappeler un petit peu le programme de la journée, de la matinée, que je devrais dire, et vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de la présentation. La conférence d'aujourd'hui va être d'une durée de 45 minutes, puis on va ajouter à ça 15 minutes de questions. Si vous avez une question, on va vous demander de le faire dans la section du clavardage. Donc, si on est en mesure, Yves va faire le suivi des questions. Si on est en mesure de répondre à vos questions, on va le faire en temps réel. Sinon, on va pouvoir profiter de la présence de la conférencière pour y répondre à la fin du webinaire, mais on pourra aussi, si vous avez d'autres questions, et que vous n'avez pas l'application de Teams, là, on peut à ce moment-là utiliser la fonction lever la main. Mais c'est seulement si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la fonction clavardage. Sans plus tarder, nous allons débuter. Donc, j'invite Claudia à ouvrir sa caméra et à présenter, à partager sa présentation. Bonjour Claudia. Je vais vous présenter maintenant notre conférencière, Claudia Goyer, donc, qui est chercheure en microbiologie du sol et en pathologie des plantes à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle s'intéresse à la gale commune depuis plus de 15 ans et c'est aujourd'hui qu'elle va nous présenter quelques résultats de recherche. Je tiens encore une fois à vous remercier de votre participation en si grand nombre. Donc, je pense qu'on est vraiment, on est 112 actuellement. Là, c'est quand même une très, très grande participation. Donc, merci Claudia d'être là aussi. Puis, je te laisse la parole. Je ferme mon micro. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Donc, je tiens à remercier Marie-Pascale Baudouin pour l'invitation à présenter sur la gale commune et à toute l'équipe du MAPAC là, pour l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur la gale commune, en fait, parce que j'ai fait mon doctorat avec Carole Beaulieu à l'Université de Sherbrooke. Et d'ailleurs, je regardais la diversité génétique de l'agent qui cause la gale commune et on va d'ailleurs en parler un peu. Donc, moi, cette présentation-là, ce que je voulais faire, c'est vraiment commencer à la base, vraiment vous expliquer c'est quoi les agents pathogènes qui causent la gale commune, c'est quoi les conditions qui sont propices à la gale commune, la sensibilité de la pomme de terre. Donc, vous donner vraiment une vue d'ensemble pour comprendre toute la problématique au niveau de la gale commune. Et ensuite, on va parler vraiment des méthodes de contrôle pour essayer de réduire la sévérité de la gale commune. Donc, la gale commune de la pomme de terre, c'est une maladie qu'on connaît depuis très, très longtemps. Donc, la première mention qui est connue remonte à 1825 dans l'Encyclopedia of Agriculture. Et ici, vous voyez ici les différentes un petit peu ici. Donc, les différents symptômes qu'on peut voir. La plupart du temps, c'est des symptômes superficiels, mais des fois, les lésions sont surélevées. Et les types de lésions qui sont les plus dommageables, c'est celles qui sont profondes. La première fois qu'on a isolé l'argent pathogène, c'était un chercheur du nom de Roland Taxter en 1890. Et lui, il était sûr qu'il avait trouvé un champignon parce que, en fait, c'est vraiment une bactérie filamenteuse. Mais comme elle produisait du mycélium, qui est très, très typique des champignons, lui, il pensait que c'était un champignon. Mais après ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de noyau comme ce qui est typique pour les champignons. Donc, c'est vraiment une bactérie. Donc, ici, vous pouvez voir, et ça se comporte un peu, c'est une bactérie particulière, elle se comporte un peu comme un champignon. Donc, elle produit des spores qui sont des structures très, très résistantes qui peuvent rester dans le sol pendant des décennies sans avoir besoin de pousser. Mais quand les conditions sont propices, ils vont se remettre à pousser.
Ça produit un mycélium, donc ces espèces de petits filaments-là qui vont dans le sol. Et ensuite, ça produit un mycélium aérien qu'on appelle. Et en plus, en la suite, ça fait des spores, des chaînes de spores. D'ailleurs, c'est ça ici que vous voyez ici. C'est ça, des chaînes de spores spiralées sont typiques de Streptomyces scabies. Il y a plusieurs espèces de Streptomyces qui causent la gale commune. Celle qui est la plus connue, et ça, là, partout où on fait pousser la pomme de terre dans le monde, il y a souvent des problèmes de gale commune. Et l'espèce qui est la plus répandue au niveau mondial, c'est vraiment Streptomyces scabies. Mais on peut trouver beaucoup, beaucoup d'autres espèces, entre autres Streptomyces acidiscabies, qui est en fait une espèce qui pousse très bien sous conditions plus acides. Et vous voyez, c'est Turgidiscabies, Europeiscabies, Telliscabies. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espèces qui causent la gale commune et les symptômes sont vraiment similaires. Et la raison pour ça, c'est qu'elles produisent toutes un facteur de pathogénicité. Donc, elles ont la capacité de produire une molécule qui est ici, là, qui est très complexe, qu'on a appelée taxtomine en l'honneur de Roland Taxter qui avait découvert la bactérie. Et cette taxtomine A-là, elle arrête, elle inhibe la synthèse de cellulose. Donc, ce n'est pas dangereux pour nous, mais pour les plantes, ça perturbe toutes les voies métaboliques puis ça cause beaucoup de problèmes. Et ce qu'on sait, c'est que plus un agent pathogène produit de taxtomine, c'est ce que vous voyez ici, et plus la sévérité est haute sur les tubercules. Donc, vraiment, c'est un facteur qui est très important pour eux, pour causer les symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les espèces qui sont pathogènes, qui causent la gale commune, produisent la taxtomine. Et en fait, on sait qu'ils sont capables de se partager ça entre eux, la capacité de synthèse de la taxtomine, ils se partagent ça entre espèces. Et c'est pour ça, pardon, qu'on a beaucoup d'espèces qui causent la gale commune, d'espèces différentes qui causent la gale commune. Donc, ça ici, c'est le cycle de la maladie. Les spores et le mycélium vivent très bien dans le sol. Hein. Ils n'ont pas besoin de la pomme de terre. Ils peuvent vivre sur des débris en décomposition. Et c'est sûr qu'ils peuvent être dispersés par le vent, la pluie, l'équipement. Mais c'est quand on arrive à la culture de pommes de terre où là, ils ont comme un petit avantage compétitif, si vous voulez, parce qu'ils peuvent très bien pousser dans les racines de la pomme de terre. En fait, on trouve une plus grande quantité de l'agent pathogène dans les racines, mais ça cause généralement pas de problème. Seulement dans les cas très, très, très extrêmes, moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière. Fait que c'est vraiment, ça prend une souche là, qui est vraiment, vraiment agressive et une pomme de terre qui est vraiment, vraiment sensible. Donc, moi, je n'ai pas vu. Et c'est vraiment au moment où les tubercules sont immatures que le mycélium ou les spores vont rentrer dans des ouvertures naturelles qu'on appelle des lenticelles ou ça peut être des blessures. Et là, les lenticelles, c'est juste pour les échanges gazeux, pour la pomme de terre. Donc, c'est des ouvertures naturelles. Et là, le pathogène se met à multiplier. La plante, elle essaie de contenir l'agent pathogène et va produire une couche liégeuse. Et cette couche-là se fait pousser vers l'extérieur. Mais l'agent pathogène va passer à travers et là, la plante en fait un autre. Et c'est ça qui nous donne là, cet aspect comme un peu là, avec plein de petits feuillets dans la gale. C'est cette réaction-là de la plante à l'infection par l'agent pathogène. À l'automne, on peut même voir des spores. Des fois, si vous regardez une pomme de terre, ça fait pas longtemps que vous avez récolté. Vous voyez, c'est comme un peu gris, là, gris-blanc, un peu poudreux. Dans les lésions, on peut voir beaucoup, beaucoup de spores. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'ils se multiplient. Et ça, comme de raison, ça va dans le sol, ça reste avec les tubercules qui sont laissés derrière. Le pathogène aussi, dans les racines en décomposition, vont aussi profiter de cet environnement-là. Et le cycle recommence. Bien sûr, on ne plante pas nécessairement la pomme de terre l'année suivante, ou en fait, on ne devrait pas, parce que justement, ça aide vraiment au pathogène à continuer à la multiplication. Mais c'est comme ça que le pathogène reste dans le sol et se multiplie. Donc, souvent, les producteurs me disent, ah ouais, j'ai beaucoup de problèmes et tout ça, mais là, il faut vraiment, quand on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, il faut poser beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on a plus de problèmes ou moins de problèmes avec la gale commune. Et ça, c'est le triangle de la maladie parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'agressivité de l'agent causal. Donc, s'il est très agressif, on peut avoir plus de problèmes avec la gale commune. Ça dépend du cultivar qu'on plante. Donc, si le cultivar est sensible, la variété de pommes de terre est sensible, ben, on a plus de chances d'avoir de la difficulté avec la gale commune.
Et le troisième facteur, c'est l'environnement. Donc, si l'environnement est propice, et ce qui est vraiment critique pour la gale commune, c'est des conditions sèches au moment de la tubérisation. Donc, parce que les tubercules, les lenticelles, ils n'ont comme pas de matière stireuse encore. Donc, on dit qu'ils ne sont pas subérisés. Et ça fait que l'agent pathogène peut rentrer plus facilement. Et quand les conditions sont sèches, on pense que la plante est plus stressée, donc elle est plus sensible à la gale commune. Et en plus, souvent, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a peut-être l'agent pathogène a une petite. Ces bactéries-là sont bonnes à pousser dans les conditions sèches, plus que les bactéries qui ont mobiles, qui ont un flagelle, comme il n'y a pas d'eau, ben, ils ne peuvent pas bien coloniser le tubercule. Fait que là, ça donne un autre avantage à l'agent pathogène pour causer la gale commune. Et l'autre facteur très important, c'est le pH du sol. On sait que le pH du sol qui est plus neutre, ça peut amener plus de sévérité de la gale commune. Donc là, je vais vous parler des trois éléments, là, donc l'agent pathogène, la tolérance de la pomme de terre et les conditions. Et on va commencer par la diversité génétique des streptomyces qui cause la gale commune. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Dr Martin Filion. Il faisait partie du projet de la grappe. Donc, regardez la diversité génétique des streptomyces au Québec, mais aussi à l'île du Prince-Édouard. Donc ici, je vous présente les résultats du Québec. Donc, il y a 230 souches isolées de 22 différentes variétés de pommes de terre. Et ça, c'était dans 8 différentes régions du Québec. Et ensuite, on utilise un outil moléculaire qui donne un code barre ici. Et plus le code barre est différent, ça nous dit que c'est dans différents groupes génétiques. Et ça, c'est cette technique-là qui a été utilisée pour caractériser les 230 souches. Et ici, vous voyez les résultats. Le groupe génétique qui est le plus abondant au Québec, c'est le groupe génétique 4, suivi par le groupe génétique 1 et le groupe génétique 7. Et ça, c'est avec le code barre. Si on utilise maintenant le génome au complet pour voir quelles espèces, parce qu'avec le code barre, on ne peut pas vraiment dire quelle espèce très facilement ou pas très précisément, mais avec le génome au complet là, séquencé, là, on peut dire. L'espèce qui est le plus souvent retrouvée au Québec, c'est le Streptomyces scabies. Ensuite, c'est Acidis scabies. Encore une fois, c'est une espèce qui est capable de pousser dans les conditions plus acides. Et ensuite, on va avec Turgidis scabies. Mais vous voyez qu'il y a quand même 7 espèces ici différentes, il y en a plus même. Et ce qui était aussi intéressant, qu'il y avait 10 souches, en fait, c'est vraiment des nouvelles espèces. On n'est pas capable de trouver des espèces qui étaient proches de celles-là. Donc, ça, c'est un petit peu intriguant parce qu'on ne sait pas trop à quelles espèces. Mais ça vous montre qu'au Québec, on a vraiment une grande variabilité dans les groupes génétiques, bien que le plus abondant, ça soit Streptomyces scabies. Donc ici, c'est la même chose ici, mais à l'île du Prince-Édouard. Ce que je voulais vous montrer, c'est la diversité génétique qu'on trouve dans un champ. Donc, ici, c'est les résultats du code barre que je vous ai montré tantôt. Et là, c'est 6 champs, donc 2 qui étaient à l'ouest, 2 au centre de l'île du Prince-Édouard et 2 à l'est. Et ce que vous pouvez voir, c'est que oui, il y a comme le groupe génétique 8 est plus abondant dans ces champs-là, mais quand on commence à regarder, on voit qu'il y a vraiment des différences importantes entre les champs. Et là, ceux de l'Est, c'était encore plus marquant au niveau de la diversité, des changements de diversité. Donc, vraiment, quand on regarde un champ, des fois, on s'imagine qu'il y a juste une espèce, mais il y a vraiment une grande variabilité génétique de l'agent pathogène, même dans un champ. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'au cours de l'été, il y a des changements. Et là, je ne vous le montre pas, mais je vous le dis. Il y a vraiment des changements au niveau des groupes génétiques. Donc, apparemment, les groupes qui sont moins abondants, mais plus agressifs, donc qui produisent plus de symptômes de gale commune, vont lentement prendre une plus grande proportion de ces groupes génétiques-là. Donc, il y a vraiment un changement au niveau des groupes génétiques au cours de l'été. Donc, les points à retenir au niveau de ça, c'est que dans un champ donné, il y a une grande diversité de l'agent pathogène qui cause la gale commune.
Et c'est probablement la même chose au Québec. C'est une tendance qu'on voit à l'île du Prince-Édouard. C'est une tendance aussi qui est rapportée dans la littérature, dans les États-Unis, aux États-Unis, par exemple. Et on a même montré dans cette étude-là aux États-Unis que des champs voisins peuvent avoir vraiment des groupes génétiques qui sont très différents. Donc, il y a un changement de la diversité au cours de l'été et c'est très probable qu'au fil des années aussi, il y aurait beaucoup de changements de la diversité. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça, si on a beaucoup de variabilité génétique? Bien, ça explique en fait pourquoi il y a tant de variabilité dans l'agressivité de l'agent causal, parce que vraiment, on a beaucoup de groupes génétiques et ça explique aussi en partie pourquoi c'est très difficile à contrôler la maladie donc cette maladie-là, la gale commune, parce qu'en fait, c'est comme si, avec tous ces groupes génétiques-là différents, ils sont toujours prêts à s'adapter à des conditions différentes. Et donc, ça fait que c'est plus difficile pour nous de les contrôler. La tolérance de la pomme de terre à la gale commune. Donc, quand on parle plus de tolérance que de résistance. Je sais des fois, moi-même, je dis résistance, mais en fait, parce que quand on parle de résistance en pathologie des plantes, on parle vraiment, c'est soit il y en a ou il n'y en a pas du tout. La gale commune, il n'y a pas de résistance totale. Donc, n'importe quelle variété qu'on a, si les conditions sont vraiment propices, l'agent causal est vraiment agressif, on va voir un peu de gale commune. Pas beaucoup, mais on en voit un peu. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus de tolérance. Mais comme je disais, il y a quand même des cultivars qui sont très, très tolérants à la gale commune. Donc, ça, c'est une approche qui est vraiment intéressante. Si vous avez un problème dans un champ, c'est vraiment, si vous changez le cultivar, ça peut vraiment vous aider. Et ça, je voulais vous montrer ici, bonne année ou mauvaise année, les cultivars qui sont très tolérants, il n'y aura pas grand comme gale commune. Par exemple, ici, on a Agria et Green Mountain qui sont les deux très susceptibles à la gale commune. Et en 2013, on avait environ 15 et environ 11 de couverture de gale sur les tubercules. Donc, ça, on fait une moyenne. Et ça nous dit à quel point c'est sévère. Tandis que vous voyez ici à peu près moins que 3 pour Hindenburg, qui est une variété qui est utilisée pour l'amélioration des pommes de terre. Donc, ce n'est pas une variété commerciale. Et Gold Rush, là, qui est vraiment, moi, je suis toujours impressionnée, qui est vraiment peu de gale commune. Et vous voyez, en 2014, là, c'était une bonne année. Une mauvaise année, je devrais dire plutôt, pour la gale commune. Donc, il y avait beaucoup plus de pression, il y avait beaucoup plus de sévérité de la gale commune, donc environ 20 Mais vous voyez qu'à Hindenburg, Gold Rush, pas de problème encore, même si les conditions étaient plus propices à la gale commune, très peu de gale commune sur ces variétés-là. Donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être quelque chose d'intéressant. Je sais que ce n'est pas toujours évident de changer les variétés que vous utilisez, mais si c'est possible, c'est vraiment un outil intéressant. L'autre chose qu'on a découvert, c'est que si on regarde l'abondance des agents pathogènes dans les variétés qui sont sensibles comparées à tolérantes, on peut voir en fait qu'il y a plus, l'agent pathogène est plus abondant avec les variétés qui sont sensibles à la gale commune comparé à ceux qui sont plus tolérantes. Et ça veut dire que c'est la même chose en 2014, un peu plus clair même. Et ça veut dire que ça vous laisse moins d'inoculum à la fin de l'automne. Donc, c'est un autre plus à utiliser des variétés qui sont tolérantes, c'est qu'on a moins d'inoculum à la fin à l'automne. OK, là, maintenant, on passe à l'environnement. On sait que moi, j'avais des producteurs qui me disaient, moi, j'ai un champ, là, puis j'ai un bout dans mon champ, j'ai toujours de la gale commune, puis là, dans le reste du champ, je suis correct, puis je ne comprends pas pourquoi. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va étudier ça, on va regarder la zone qui est contrôle, qui n'a pas beaucoup de gale commune, puis on va comparer avec une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de gale commune. Donc, on avait 9 sites au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et au Québec. Et ici, vous voyez, c'est la couverture des lésions, donc la sévérité de la gale commune. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, effectivement, dans les zones où est-ce que les producteurs m'ont dit oui, il y a de la gale commune là-dedans, ils avaient raison, il y en avait plus, et que comparé à la zone contrôle, qui en avait beaucoup, beaucoup moins. Et on peut voir ici, donc ça, c'est un contrôle, et ça, c'est infecté au Nouveau-Brunswick, mais infecté aussi à l'île du Prince-Édouard. Celle-là, comme vous voyez, on a utilisé la même variété partout. Rouge pour que ça soit qu'on puisse comparer mieux. Et vous pouvez voir qu'à l'île du Prince-Édouard, on avait de la difficulté à trouver les tubercules parce qu'il y avait l'air des petits morceaux de sol. Là. En fait, il était brun avec un fond brun. C'était intéressant de voir à quel point c'était sévère. Là. Donc là, on a regardé, on a mesuré toutes sortes de trucs
dans le sol pour voir est-ce qu'on est capable de trouver une corrélation entre la sévérité de la maladie et, par exemple, le carbone, le ratio carbone-azote, tous les micros puis les micronutriments qu'il y a dans le sol. Et ici, c'est vraiment ici qu'il faut regarder. Donc, ça, ce qui est comme plus rouge, ça, c'est comme de raison de la sévérité de la maladie avec la sévérité de la maladie, c'est 1, donc c'est rouge. Et quand c'est bleu, bien, ça, c'est négatif. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a vraiment des bonnes corrélations avec le pH, le phosphate, le potassium, le calcium. Et ici, je vous ai mis un petit tableau parce que c'est un petit peu plus facile de regarder ça. Et on voit qu'effectivement, une corrélation entre la sévérité de la maladie et le pH, et ça, c'est tout à fait, c'est pas surprenant, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'agent pathogène aime mieux les conditions neutres. Donc, dans les champs où on avait plus le pH était un peu plus vers la neutralité, on avait plus de sévérité de la gale commune. Le carbone aussi, la concentration en carbone organique est aussi positivement corrélée avec la sévérité. Et ça, on sait aussi que ces bactéries-là, ce sont des bactéries qui sont excellentes à décomposer la matière organique. Donc, il y a vraiment l'abondance, mais aussi, moi, je subodore que la source, quel genre de carbone est présent dans le sol est aussi un facteur qui affecte à quel point on a beaucoup de gales communes. Et il y avait donc, il y a beaucoup aussi d'ions qui changent, mais ça, c'est toujours un peu difficile à relier parce que le pH change la concentration de ces éléments-là, de la disponibilité de ces éléments-là. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est direct ou indirectement, mais il y a des évidences. Par exemple, Eugenia Banks, qui est une spécialiste de la pomme de terre avec Omafra, maintenant à la retraite, disait, elle, que des champs qui avaient avec peu de gales communes avaient des ratios de potassium-magnésium qui étaient entre 0,3 et 0,4. Donc, il y a un petit quelque chose là, à propos des micronutriments aussi qui sont probablement qui affectent. Donc, c'est ça, on ne peut pas dire, jurer, cracher que c'est directement, c'est peut-être pas la cause, mais ça donne des éléments qui disent, oui, il y a des facteurs au niveau des propriétés des sols qui sont vraiment importants pour la quantité de la sévérité de la gale commune. Après, on s'est dit, ben, écoute, ça se peut que ça ne soit pas les propriétés du sol, mais que ça soit les communautés microbiennes, hein, soit les champignons ou les bactéries, qui pourraient soit aider ou en contrepartie pourraient peut-être réduire la gale commune. Donc là, on a regardé la diversité à 3 dates, au mois de mai, juillet, septembre. Pour les bactéries, même chose pour les champignons. Et on a corrélé ça avec la sévérité de la maladie. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des corrélations positives avec la diversité des bactéries et la sévérité des maladies, mais on ne trouve pas cette corrélation-là avec les champignons. Donc, ça nous dit que s'il y a un effet biologique, que les microbes ont un effet sur c'est probablement plus les bactéries que les champignons. Donc, les points à retenir, la composition du sol définitivement affecte la sévérité de la gale commune. Les microbes du sol, en particulier probablement les bactéries, parce qu'encore une fois, ça nous va prendre plus d'études pour vraiment dire est-ce que c'est un effet direct ou c'est parce qu'une corrélation, ce n'est pas toujours une causation, hein, on ne sait pas si c'est vraiment la cause ou pas. Mais il y a des éléments qui nous disent que oui, ça pourrait jouer. Donc, le pH, on sait qu'un pH de sol qui est plus bas que 5,2, c'est souvent une recommandation là, de maintenir son sol à 5,2. Mais moi, j'ai des producteurs qui me disent, moi, mon sol il est beaucoup plus neutre, puis je n'ai pas de problème avec la gale commune. Mais moi, je pense vraiment que ce n'est pas juste le pH, c'est en fait quand on change le pH et comment on change le pH. Parce qu'il y a définitivement quelque chose à propos du pH. Quand on change le pH du sol très rapidement et probablement juste avant la pomme de terre aussi, c'est le pire parce que ça change beaucoup les communautés. C'est le numéro 1 au niveau des facteurs qui changent les communautés du sol. Et on dirait que les streptomyces, ils aiment ça, eux autres, parce que là, ils sont comme, on dirait que ça leur donne un petit avantage, là, puis ils prennent le dessus. Donc, moi, la recommandation que je dis souvent, c'est on modifie le pH lentement, pas trop vite, et on fait ça dans la rotation des cultures, donc pas avant la pomme de terre. OK, donc les méthodes de contrôle. Ça, c'était vraiment un projet de la grappe scientifique, pas celle qui est présentement, mais la dernière.
Et j'avais Cavendish de l'île du Prince-Édouard et Peak of the Market du Manitoba qui voulaient travailler sur la gale commune pour dire, on a vraiment, nos producteurs nous disent, c'est une priorité, on a vraiment des problèmes, on voudrait trouver des solutions. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, OK, on pourrait regarder, moi, tout ce que j'avais entendu qui pourrait peut-être nous aider à contrôler la gale commune. J'ai dit, on va essayer ça. Fait que on a essayé les cultures de couverture printanière, donc l'orge, parce que les cultures de couverture, quand on les enfouit dans le sol, ça augmente l'humidité du sol et ça, c'est pas favorable pour la gale commune. Donc, on s'est dit peut-être que ça pourrait marcher. On essayait un compost de fumier parce que le compost contient énormément de micro-organismes. On s'est dit, ça va déplacer l'agent pathogène, on va avoir moins de gale commune. On a essayé le tourteau de moutarde parce qu'il y a encore des glucosinolates là-dedans, puis ça peut nous faire une biofumigation. Donc, ça pourrait nous aider à contrôler la gale commune de cette façon-là. Ensuite, on a essayé le biopesticide qui s'appelait à ce point-là le Serenade Soil, maintenant qui s'appelle le Minuet. Et on a ensuite fait différentes combinaisons, soit avec la couverture printanière et le biopesticide ou le compost et le biopesticide. Et on a aussi essayé l'oxine ou l'herbicide 2,4D en application foliaire. Et ça, ici, c'est les résultats du Dr. Tracy Shinners-Carnolly qui est avec Peak of the Market et qui faisait partie de ce projet-là. Donc, ici, vous voyez le contrôle et la culture printanière d'orge, le compost. Vous voyez que tous ceux-là, il n'y a pas d'effet. Ça ne nous donne pas le tourteau aussi de moutarde, tout ça, ça ne marche pas. Mais on peut voir qu'avec Serenade Sol, oui, là, on a une diminution de la sévérité de la gale commune. Bon, avec les mix, c'est la même chose. Donc, ça nous dit que ça, c'est le Serenade Sol qui est vraiment, c'est le biopesticide qui fonctionne, pas l'orge ni le compost. Et on peut voir que le 2,4-D, là, ça, on a été très impressionnés. On se dit, waouh, ça diminue beaucoup. Et quand on regarde le nombre de tubercules maintenant qui ont moins de 5 maintenant, ils sont vendables, bien, on voit qu'avec le 2,4-D, on avait 69 des pommes de terre maintenant qui étaient vendables, comparé à peu près 5 dans le contrôle. Alors ça nous a beaucoup excité. Et on a aussi vu qu'avec le sérénazole, quand même, on a une bonne aussi, on a beaucoup plus de tubercules qui peut être vendus. Donc là, ça nous a amené à s'intéresser plus au 2,4-D. Donc, c'est quoi ça, le 2,4-D? C'est de l'acide 2,4-dichlorophényoxyacétique. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais appeler ça 2,4-D parce que c'est beaucoup moins long à dire. Et ça, cette molécule-là, c'est quand on applique ça à auto, ça agit comme un herbicide. Donc, ça va tuer les mauvaises herbes. C'est souvent utilisé pour contrôler les mauvaises herbes. Mais à bas taux d'application, là, ça agit comme une auxine synthétique, donc une hormone de plante. Et ça, c'est déjà le 2,4-D est déjà homologué pour les variétés rouges parce qu'en fait, quand on applique ça, ça fait vraiment sortir le pigment rouge. Donc, ils sont vraiment plus intensément rouges. Et ce qui est recommandé, c'est de faire 2 applications sur le foliaire, 2 applications foliaires. Donc, une à 100 d'émergence. Nous, on le fait au stolon avec crochet. Je pense que le label dit avec à la floraison, mais c'est à peu près là en même temps. Et 2 semaines après, on fait une deuxième application. Donc, ça ici, maintenant, c'est l'effet du 2,4-D sur la sévérité de la gale commune, mais cette fois-ci à Fredericton. Et ici, on a essayé une application de 2,4-D ou 2 applications de 2,4-D. Et ce que vous pouvez voir, c'est que oui, il y a une réduction de la sévérité de la gale commune. Donc, on a moins de la couverture de gale est plus basse que comparé au contrôle. Même chose quand on fait 2 applications. Et encore une fois, on a une augmentation du nombre de tubercules qui ont moins de 5 de couverture de gale. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Et là, on s'est dit, ouais, ben là, moi, j'avais essayé Norlin, puis on avait essayé peu de cultivars. Donc, on s'est dit, il faut vraiment regarder, voir s'il y a un élément, là, parce que, tu sais, les variétés de pommes de terre, il y a beaucoup de variétés génétiques. Donc, ça se pourrait qu'ils ne réagissent pas tous de la même façon. Donc, Tracy, au Manitoba, avait essayé 6 différentes cultivars. Et là, maintenant, il faut comparer 2 par 2. Hein, ici, donc ça, le contrôle et le 2,4-D. Et sur les 6, il y a seulement 3 variétés qui répondent significativement au 2,4-D, donc qui ont une réduction de la sévérité de la gale. Et encore une fois, on a une augmentation
du nombre de tubercules qui sont vendables. Bon, là, moi, je me suis dit, bon, s'il y a des variétés qui ne répondent pas à la concentration recommandée, peut-être qu'il faut augmenter la concentration de 2,4-D et c'est là qu'on va avoir une réaction. Donc, il y a certains cultivars peut-être qui ont besoin d'un petit peu plus de 2,4-D pour répondre. Fait qu'on s'est dit, bon, on va essayer ça sur 3 différents cultivars. Donc, le Yukon Gold répond comme je m'attendais. Donc, on applique une quantité plus basse, intermédiaire ou haute de 2,4-D et on a une réduction de plus en plus de la sévérité de la gale commune. Donc, ça, c'était bien. Pour Norlin, un petit peu différent. Donc, Norlin est beaucoup plus tolérante à la gale commune. Donc, on le voit tout de suite, juste en regarder, en comparant Norlin et Yukon Gold. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne dérange pas si j'applique une basse concentration intermédiaire ou haute. C'est tout le même taux de sévérité de la gale commune. Donc, il n'y a pas une réponse dose dépendante. Et là, Green Mountain, ça, c'est la réaction que je ne voulais pas voir. Ça a été une surprise totale. Dans ce cas-là, ben, au lieu de le 2,4-D, quand on l'applique, en fait, ça augmente la sévérité de la gale commune. Donc, pas très appréciable. Et on a aussi regardé l'effet sur la gale profonde, parce que ça, c'est tous les types de lésions. Mais Newton de Cavendish me disait, je ne pense pas que ça aide pour la gale profonde. J'ai dit, OK, ben, je vais vérifier ça moi aussi. Et effectivement, même si on voit un effet positif sur la sévérité de la gale commune quand on regarde tous les types de lésions, quand on regarde la gale profonde, ça n'avait pas d'effet, ni sur Yukon Gold, ni sur Norlin, mais Green Mountain, ça augmentait aussi la gale profonde. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il y a certains cultivars qui n'ont vraiment pas une réaction, je dirais, désirable au 2,4-D. On a aussi vérifié parce que, bon, c'est sûr, on applique 2,4-D, mais on se disait, ça se peut-tu qu'on a un meilleur contrôle de la gale commune, mais on perd du rendement peut-être. Fait que, tu sais, ça améliore d'une main, puis on perd de l'autre. Fait que je dis, bon, on va regarder ça bien comme il faut. Et ce qu'on a fait ici, vous voyez les 6 cultivars que Tracy a fait au Manitoba. Et là, vous comparez donc, c'est les barres ensemble ici. Vous voyez, au niveau total, c'est les grises. Hein, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence au niveau du rendement total. Il n'y a pas aussi de différence au niveau des classes de grosseur de tubercules. Et ici, c'est en 2022 non, c'est en 2024, en fait, mais c'est le rendement vendable ici. Et vous voyez, il n'y a pas, même Green Mountain, qu'on avait des effets négatifs au niveau de la sévérité de la gale commune, ça n'a pas d'effet sur le rendement au total. Mais Yukon Gold, petite surprise, on a une augmentation du rendement vendable. Donc pour certains cultivars, c'est vraiment bien parce que non seulement on contrôle la gale commune, mais en plus de ça, on a une augmentation du rendement. Donc ça, c'est super chouette. Donc là, on s'est intéressé, bon, ça fait quoi au juste le 2,4-D sur une plante? Dans d'autres plantes, ça a été étudié. On sait que ça induit la réponse au stress et de la défense. Mais chez la pomme de terre, on ne sait pas. On s'imagine que ça doit être similaire et on est d'ailleurs en train d'étudier cette question-là. Là. Donc, ça, c'est des résultats que j'ai hâte de voir, qu'on va nous dire un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau des voies métaboliques chez la pomme de terre. Est-ce que c'est vraiment une induction de la réponse au stress et de la défense? On va pouvoir le dire bientôt. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on applique le 2,4-D, la plante, c'est comme si c'était un avertissement. Attention, tu te fais attaquer. Donc là, on s'est dit, les défenses de la pomme de terre s'activent et ça se pourrait-tu qu'on aurait une réduction de l'abondance de la pathogène. Parce que ce signal-là va aller dans les racines, dans les tubercules, puis peut-être que ça explique pourquoi on a moins de gale commune. Donc, on a vérifié ça avec la variété Norlin et on voit ici que l'agent pathogène est beaucoup plus abondant dans le contrôle comparé au traitement avec le 2,4-D, soit appliqué une fois ou 2 fois. Donc, oui, ça semble être un mécanisme possible que, en fait, ces mécanismes-là de stress et de défense, ça fait que l'agent pathogène est moins capable de coloniser les racines et les tubercules. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le 2,4-D, ça a un peu de signe de phytotoxicité, pas toujours, des fois oui, des fois non. Habituellement, on les voit à peu près 7 à 10 jours après l'application. Donc, c'est vraiment, si c'est là où on le voit mieux, ça fait comme les jeunes feuilles sont comme fripées.
Puis aussi ici, vous le voyez ici aussi. Et ça, la phytotoxicité, ça dépend un peu de la variété, ça dépend des années, mais on ne s'est pas associé avec un effet sur le rendement. Mais c'est juste que ça donne un petit choc parce que tu regardes ça, tu dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Mais la pomme de terre s'en remet. Et en fait, les signes sont moins évidents au mois d'août, par exemple. Donc, on dirait que la plante s'en remet un peu. OK, donc on pivote maintenant à un deuxième mode de contrôle que j'ai commencé à étudier quand même il y a longtemps. En fait, c'est le minuet ou le sérénade sol. Moi, j'avais fait des essais à Fredericton, mais comme c'était en parcelle expérimentale, c'était pas, à ce moment-là, les biopesticides étaient moins utilisés, donc je ne savais pas trop si ça allait bien fonctionner pour la pomme de terre en système de production conventionnelle. Donc, le minuet, maintenant, comme je disais, c'est la nouvelle formulation de Sérénade Sol. Donc, la compagnie a changé sa formulation et je pense la concentration du produit aussi. Habituellement, c'est utilisé surtout comme fongicide, hein, pour la rhizoctonie, le pythium, la pourriture rose et autres champignons. C'est appliqué en sillon et c'est un produit qui contient une bactérie qui est bénéfique, qui est nommée Bacillus subtilis, et c'est la souche qui est QST 713 qui est à la base de ce produit-là. Donc là, je vais vous montrer parce que, bon, moi, comme je vous disais, je l'avais essayé dans mes parcelles expérimentales, mais bon, ça, c'est une chose, hein, dans un champ, un endroit, on sait tous la gale commune, c'est très variable. Donc, je n'étais pas sûre que ça marchait bien, mais Ryan Barrett, qui faisait partie aussi du projet de la grappe scientifique et qui est un spécialiste à l'aide du précédoire avec le PIA Potato Board, a commencé à faire des essais dans les champs commerciaux à l'aide du précédoire. Et là, je vais vous parler de ces résultats parce que c'est très encourageant. Donc, il y avait 3 essais en champ en 2023 avec le Ranger Rosette, 2 champs, et Kennebec avec 1 champ. 5 essais en 2024 avec Prospect, 3 champs, Ranger Rosette, 1 champ et Alverstone Rosette en 1 champ. Et là, ce qu'il faisait, il a divisé le champ à peu près en 2 sections. Il n'a pas changé les fongicides. Donc, c'est ce que le producteur normalement utilisait pour l'application des fongicides. Ils n'ont rien changé à ça. Mais ils ont appliqué dans une section du champ 379 millilitres par acre de minuette qui est appliqué dans le sillon. Et à la récolte, ils ont regardé les mesures de rendement et la sévérité des maladies de sol. Donc, en 2023, vous voyez ici les résultats pour Ranger Rosette. Donc, ici, il y avait pas vraiment d'effet sur le rendement total ou le rendement vendable, mais il y avait une petite tendance, hein, pas significative, mais une tendance à avoir plus de grosses pommes de terre de plus de 10 onces, de 284 grammes, dans les sols traités avec minuette comparé au contrôle. Et il y avait une diminution de la gale commune, soit le pourcentage de couverture et la sévérité. Donc là, il regardait vraiment est-ce que c'est superficiel, surélevé ou profond. Donc ça aussi, ça améliorait la sévérité. Et ça ici, ça vous montre le pourcentage de tubercules avec des catégories de pourcentage de couverture de lésions. Et ce que vous pouvez voir en orange, c'est le contrôle. Ben, lui, il n'y a pas de minuet. Hein? Il y en a beaucoup plus de pommes de terre qui ont jusqu'à 20 ou 15 ou 10 de couverture de gale commune. Tandis que quand on regarde le minuet, ben, il n'y en a presque pas dans cette catégorie-là. Donc, ça pousse vraiment comme ça diminue la sévérité sur les tubercules. On a beaucoup moins de tubercules qui ont de la gale commune très sévère. Ça, c'est l'autre variété qu'ils ont essayé. Encore une fois, pas d'effet sur le rendement total ou vendable, mais encore une fois, une tendance à avoir plus de tubercules plus gros, le plus gros classement dans le minuet comparé au contrôle. Et encore une fois, une réduction de la sévérité de la gale commune avec le minuet comparé au contrôle. Au niveau de la sévérité, pas vraiment de différence. Pourtant, ici, ils disent oui, mais je ne sais pas trop. Là, on dirait que ça donne un petit peu plus. Et ici, on voit un effet aussi sur la rhizoctonie. Et ça, encore une fois, même chose ici, le nombre de catégories de gale commune et le pourcentage de tubercules. Et vous pouvez voir encore une fois le contrôle, hein, il y en a même jusqu'à 40 là, ça, c'est vraiment pas beau à voir ça. Hein? Et on n'en a pas avec
dans le sol qui est traité avec le minuet, la sévérité est vraiment moins grande. Donc, en 2024, encore une fois, le Ranger Rosette. Et cette fois-ci, on voit vraiment que le minuet, il y a vraiment significativement plus de pommes de terre qui sont plus grosses comparées au contrôle. Donc, l'année dernière, c'était plus une tendance. Ici, c'est vraiment significatif. Ça diminue vraiment, le minuet diminue ce qui est invendable dû à la gale commune et ça augmente vraiment le rendement vendable. Donc, ça diminue vraiment la sévérité de la gale commune et aussi le pourcentage là, de couverture de la gale commune. Et cette fois-ci aussi, on voit aussi des avantages au niveau de la gale argentée et de la rhizoctonie. Et donc, ça, moi, j'aime beaucoup cette photo-là parce que c'est vraiment visuel. Hein? On voit ici, ça, c'est le contrôle. Il n'y a pas de minuette et on voit à quel point il y a beaucoup de gales. Et ça, c'est le minuette. Donc, c'est le contrôle où est-ce qu'on a utilisé le produit. Et ça, c'est vraiment là, c'est pris dans le champ, là, vraiment pas loin un de l'autre, comme pour montrer que c'était des conditions de sol similaires et tout ça. Donc, vraiment, c'est là où on voit qu'il y a vraiment un effet vraiment, le minuet est capable d'aider pour la sévérité de la gale commune. Donc, au niveau des conclusions principales, à l'aide du procédure, il y avait des réductions d'environ 60 de la sévérité de la gale commune dans 3 fermes sur 2 années. Il y a certaines fermes, ils ont eu très peu de gale commune, donc c'est à peu près 0,5 en moyenne. Fait que c'est sûr, c'est difficile de voir un effet du minuet dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est trop bas pour vraiment voir quelque chose. Il n'y avait pas d'effet sur le rendement la plupart du temps, mais il y avait vraiment une tendance, soit une tendance où vraiment c'était significativement les pommes de terre de la plus grosse classe, donc les 10 onces, 284 grammes. Le minuet semblait augmenter cette classe-là comparée au contrôle. Et dans certaines fermes, on a vu une réduction de la rhizoctonie et de la gale argentée dans une ferme aussi. Donc, le minuet aide avec d'autres maladies du sol aussi. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais 2 bonnes choses, peut-être qu'on peut les combiner, puis ça va être encore mieux. Donc, on a essayé ça à Fredericton. Donc, ici, le contrôle qui n'a pas de produit, le 2,4-D, le minuet et les 2 ensemble. Je dis, ah, ben, c'est dommage, hein? On n'a pas de meilleur contrôle. Fait que ça, s'est dit, bon, on va répéter avec You Can Go parce que celle-là, on a plus de gale commune. C'est peut-être qu'on va le voir cette fois-ci. Donc, on a le contrôle, le 2,4-D, le minuet, les 2 ensemble. Je dis, ah, ben non, toujours pas de. Donc, 2 bonnes choses ensemble ne fait pas toujours mieux. C'est décevant, mais c'est la vie, n'est-ce pas? Et c'est la même chose aussi sur la gale profonde. On n'a pas vu d'effet de la combinaison de ces 2 choses-là ensemble. Mais par contre, encore une fois, on ne voit pas, moi non plus, je n'ai pas vu vraiment d'effet du minuet sur le rendement, là, bien qu'ici, on dirait un petit peu numériquement que c'est plus haut, là, mais on n'a pas regardé la catégorie des plus grosses pommes de terre. Hein, mais donc là, je pense que dans le futur, on va vraiment peut-être surveiller ça pour voir si effectivement, nous aussi, on peut voir la même tendance dans nos champs aussi. OK, donc on en vient aux conclusions de la présentation. Ça, c'est les take-home, les trucs que vous devez retenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la gale commune? Je pense, un des points que moi, j'aime dire, c'est vraiment si on peut essayer de prévenir l'établissement de l'agent causal, c'est vraiment important parce que une fois qu'ils sont là, les bactéries sont vraiment bonnes à rester dans le champ, puis c'est très difficile de les déplacer après. Donc, prévention de l'établissement de l'agent causal est vraiment la clé. Donc, semences propres. Faire attention au changement de pH aussi, c'est un autre truc qui est vraiment très important. Quelle méthode on peut utiliser pour contrôler la gale commune? Bon, une variété tolérante, ça aide beaucoup. Le minuet, ce que nous, on voit, c'est qu'en partiel expérimental ou bien même dans les champs commerciaux, moi, je suis très encouragée. On peut voir des effets de ce produit-là pour réduire la sévérité de la gale commune. Et puis, si vous avez une variété rouge, le 2,4-D, ça peut être intéressant. On a vu vraiment des réductions de la sévérité entre 40 et 69 dû au 2,4-D. Mais ce qui est dommage dans le moment, c'est que le produit est homologué seulement pour les variétés rouges, donc il faut respecter ça. Mais si c'est une variété rouge que vous avez, ben, ça peut être un autre outil qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, on est intéressé, nous, à ce que
l'agence que je vais dire en anglais parce que je ne sais pas en français, mais l'agence qui autorise l'homologation de produits. Nous, on essaie de travailler avec eux pour que le 242 soit ouvert à plus de variétés que seulement les rouges. Mais ça va prendre plusieurs années avant qu'on y arrive. Donc, la gale commune, c'est très difficile à contrôler. Et donc, un des trucs avec la gale commune, moi, que je voulais juste soulever, c'est qu'il y a vraiment une variabilité des résultats. Donc, moi, ce que je recommande toujours à un producteur, si vous essayez le minuette, si vous voulez voir si ça marche dans votre ferme, c'est une bonne idée parce que c'est sûr, si vous appliquez partout, c'est dur à dire, avez-vous eu une réduction ou pas? Fait que, tu sais, des fois, peut-être vous pourriez utiliser le produit puis ça aide pas vraiment rien. Donc, moi, je dis, faites vos recherches, transformez-vous en chercheur. Donc, moi, je dis, testez-les dans vos conditions, dans un champ où vous savez que vous avez de la gale et divisez le champ en deux ou laissez au moins une bande qui n'est pas traitée. Le reste, vous pouvez traiter avec le minuette ou le contraire, si vous ne voulez pas mettre beaucoup de sous là-dessus, vous pouvez faire juste une bande de minuette, laisser le champ, puis vraiment comparer entre les deux. Moi, je dis, amenez une canne d'eau à la fin quand vous avez vos tubercules, il faut les laver un petit peu pour voir vraiment la différence. Puis c'est là où vous allez vraiment pouvoir dire, ah oui, ça marche pour moi dans mes conditions. Donc voilà, je voudrais remercier mes collaborateurs. Hein. Ça, c'est un projet qui a été fait en équipe. Donc, j'avais toute une équipe qui a travaillé sur différents aspects de ça. Je voudrais remercier le support technique, hein, mon technicien qui travaille très fort sur ces projets-là. Je voudrais aussi un gros merci aux producteurs qui participent dans ces études-là, hein, parce que c'est bien de faire des choses en parcelle expérimentale, mais des fois, c'est le fun de pouvoir le faire dans une ferme commerciale parce que là, on voit est-ce qu'on est capable de faire ça à grande échelle? Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Hein? Et puis, je vous remercie pour votre attention. Bon. Ben, merci surtout à toi, Claudia, pour ta magnifique présentation. Là. C'était vraiment très intéressant. Je pense vraiment que, écoute, on a eu 145 personnes là, au pic, c'est ça, au pic de la rencontre. Donc, c'est ça, c'est vraiment un beau transfert d'informations, là. On voit qu'il y a des solutions, c'est super intéressant. J'invite mon collègue Yves à se joindre à moi. Là. Je sais que tu Oui, es je suis là. là. Tu es là, bon. Donc, pour les questions, j'imagine que vous pouvez utiliser là, maintenant la zone de clavardage pour poser toutes vos questions à Claudia. Comme je le disais, là, ceux qui n'ont pas la fonctionnalité, vous pouvez utiliser la fonction main levée, mais ça serait très intéressant d'avoir des questions. S'il n'y en a pas, moi, je Je vais vais pouvoir faire un en petit topo poser aussi. quelques-unes. Hmm? Ouais, je vais faire un petit topo aussi dans le clavardage, là, Mhm. Claudia, vu que tu ne l'as pas vu au courant de la présentation. Là, il y a juste eu un petit commentaire sur faire attention parce qu'il y a une toxicité aiguë pour le 2,4-D. Puis sinon, les gens demandaient si le minuet était un produit biologique. Et effectivement, faut Oui. toujours vérifier avec votre organisme de certification si vous êtes une entreprise certifiée biologique, mais c'est un produit qui est certifié en agriculture biologique. Là, donc, un produit très intéressant autant pour les bio que les conventionnels dans ce cas-ci. Puis effectivement, un petit rappel, là, posez vos questions dans le clavardage autant que possible. Ceux qui n'ont pas la zone de clavardage, levez la main. Ça va me faire plaisir d'activer votre micro. Donc, gênez-vous pas à poser des questions. Oui, si je peux faire un petit commentaire, c'est sûr que le 2,4-D à grande concentration, la concentration comme herbicide, ça peut être problématique, mais c'est sûr que la concentration où on l'applique, c'est à très basse concentration. Donc, habituellement, ça ne va pas causer des problèmes. Je sais qu'on m'a aussi dit que vu que c'est un acide, des fois, ça peut causer d'autres problèmes, c'est comme si ça nettoyait l'équipement, mais quand quelqu'un m'a dit ça, les producteurs qui, eux, l'utilisent, moi, je leur ai dit, est-ce que c'est une problématique? Vous voyez souvent? Est-ce que c'est arrivé souvent? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème? Puis ils m'ont dit, ben non, c'est pas un problème. Fait que je ne sais pas trop, là. Je ne sais pas trop ce qu'on pensait. Ça dépend peut-être comment le producteur gère ces choses, mais ça ne semblait pas être super problématique, en fait, pour le 2,4-D. Parfait. Pas à la On, concentration pour faire, qui est là, c'est homologué pour les variétés de pommes de terre rouges pour la couleur, pour que ça soit plus intense. À cette concentration-là, c'est vraiment bas. on a une main levée. Monsieur Jean-François Chabot, je vais
vous autorisez à ouvrir le micro. Donc, Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Oui, moi j'ai une question. Moi, je suis sur le marché de table. Supposons que j'ai une bonne infestation de gales communes, puis que c'est problématique, moi, pour la commercialisation. Là, je comprends bien que laisser l'abandon au champ, c'est pas vraiment une bonne idée. Et Non, qu'est-ce qu'on fait si on doit récolter le champ, puis que la financière nous dédommage si on laisse la pomme de terre au champ? C'est une simple question comme ça. oui, oui, c'est ça. J'avoue que ça, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de bonne réponse hein, pour ça, parce que c'est sûr que moi, j'aime pas que quelqu'un me dise ah, je laisse mes pommes de terre dans le champ avec tout l'inoculum de gale commune. Mais d'un autre côté, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec la pomme de terre sinon? Tu sais, c'est sûr, s'il y a un endroit où on peut faire du compost ou ces choses-là, mais c'est pas toujours disponible. Fait que j'avoue que j'ai pas une bonne réponse pour vous, là. C'est pas évident. C'est une réflexion pour tout le monde. Ah oui, c'est une bonne réflexion, effectivement, parce que c'est sûr que comme je disais, c'est des bactéries qui décomposent la matière organique. Donc, eux, on laisse le tubercule, ça fait leur affaire, là, parce qu'ils ont vraiment de la matière organique à décomposer. Donc, ça aide à soutenir la pomme de terre. La seule chose que je peux dire, c'est peut-être d'essayer vraiment d'étirer un peu la rotation tu sais, pour que ça ne soit pas de la pomme de terre, là. Tu sais, si vous faites 3 ans, peut-être essayer un 4 ans ou quelque chose pour vraiment aider à réduire, là. Et c'est sûr, encore une fois, un champ où on a beaucoup de problèmes, le mieux, c'est une variété tolérante. Si vous pouvez changer, ça aide vraiment beaucoup parce que même s'ils sont là, ils ne vous causeront pas de problème, là. Parfait, Ou merci. moins, disons. On a d'autres questions dans le clavardage. Claudia, il existe plusieurs souches de Bacillus subtilis sur le marché. Est-ce que tu as déjà testé d'autres souches que... Oui, on avait essayé avec une chercheuse d'Andalousie qui est fou, Wang Persky. Elle avait essayé Double Nickel et un autre, mais j'ai pas. Puis il y avait des produits à base de bacillus, mais j'ai pas. Il n'y avait pas de bon. Ça ne contrôlait pas bien la gale commune. Il fallait qu'il rajoute du phostrol là, pour que ça. Dans un cas, ça semblait. Si tu avais les deux produits, ça semblait mieux fonctionner. Donc, ça ne m'avait pas époustouflé, disons, au niveau du contrôle de la gale commune. Ce que je voyais, c'est que le minuet semblait mieux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est. Puis c'est sûr que toutes les souches, c'est une souche de Bacillus subtilis, mais en fait, des fois, il y a de la variabilité génétique dans ces souches-là. Et il y a toute une panoplie de molécules que ces bactéries-là produisent. Et il y a des variations entre les souches de Bacillus subtilis dans quelles molécules ils produisent. Donc, il semblerait que la souche qui est la base de minuette, moi, en tout cas, selon mes travaux, je vois que celle-là, ça semble être particulièrement efficace à contrôler la gale commune. Et ce que je n'ai pas montré aussi, c'est que on a vraiment une réduction. Quand on utilise le minuette, là, nous, on le voit, il y a une réduction de l'abondance de l'agent pathogène. Donc, c'est vraiment là, soit que c'est le bacillus directement qui empêche l'agent pathogène de se développer, ou le bacillus prend la place. C'est comme s'il prend la niche, puis ben là, l'agent pathogène n'a pas de place pour s'installer. Fait que ça diminue la gale commune. On ne sait pas exactement comment, mais il y a vraiment une réduction de l'abondance de l'agent pathogène dans les racines et dans le tubercule. Donc, je ne peux pas trop dire parce que c'est vrai qu'on n'a pas testé énormément d'autres produits et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait faire, voir s'il y en a qui sont encore plus efficaces. Mais comme celui du minuette, quand même, nous donne des bons résultats, c'était au moins une piste de solution pour le moment. Parfait. On a plusieurs questions. Une que je trouve intéressante, c'est pourquoi il n'y a pas de comparatif avec la chloropicrine? Oui, la chloropicrine, alors ça, c'est de la fumigation. Ben, on n'a pas vraiment comme focusé là-dessus, entre autres parce que dans le projet de la grappe scientifique, c'était avec l'île du Prince-Édouard et à l'île du Prince-Édouard, il n'est pas permis d'utiliser la fumigation parce qu'ils ont une seule
leur eau potable est d'une seule source. Hein? Donc, ils essaient de réduire les effets négatifs de tout produit de l'agriculture et autres, là, pas juste l'agriculture. Donc, à cause de ça, on ne s'est pas vraiment focalisé là-dessus. L'autre chose aussi, c'est sûr que c'est très dispendieux et c'est un produit qui est l'effet est massif, c'est-à-dire que c'est pas juste sur la gale commune, c'est toutes les communautés. Donc là, on tue en partie les bonnes bactéries bénéfiques, tout l'écosystème est vraiment affecté. Donc, moi, ce n'était pas mon approche de prédilection. Mais ayant dit ceci, il y a quand même dans la littérature des évidences que le chloropicrine et le métamsodium peuvent aider avec la gale commune. Donc, c'est probablement une autre piste, mais moi, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment commenter. Sous les conditions canadiennes, moi, je n'ai pas essayé. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Ouais, pour un peu l'effet contraire de cette question, Karine qui demande justement si, compte tenu de l'effet du carbone dans les sols, est-ce que vous recommandez l'utilisation des plantes de couverture? Là, on en a déjà parlé sur le fait que les producteurs essayent vraiment, depuis quelques années, de mettre des rotations, beaucoup avec des mélanges multi-espèces, avec des différents types d'engrais verts ou de cultures de couverture. Ça fait que c'est vrai que cette question-là est intéressante. Oui, on s'est intéressé parce que c'est sûr, nous aussi, on avait c'est pas la première fois que quelqu'un me dit qu'est-ce qui va arriver avec mes maladies du sol. En général, ce que la littérature montre, c'est que si on a un sol sain, on a normalement moins de problèmes avec les maladies du sol. Donc, la couverture, les cultures de couverture, je me souviens plus comment on dit ça, les multimix, là, les mix de plantes là, avec beaucoup de diversité dedans. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment aider à nourrir le sol, ça nourrit les communautés. Et ça, généralement, ça aide vraiment à contrôler les maladies du sol, incluant la gale commune. Moi, on a fait à Fredericton, on avait un autre champ où on a vraiment beaucoup diversifié. Donc, on comparait, parce qu'au Nouveau-Brunswick, souvent, ils font pommes de terre orge. Et là, on a comparé, pommes de terre et multimix. Et ensuite, plus longue, à 3 ans. Donc, c'est maïs, blé avec 3 espèces sous-cultivées. Et à la suite, pommes de terre. Et on n'a pas remarqué d'augmentation. C'est sûr que ce n'était pas un champ où il y avait énormément de gale commune, mais on n'a pas vu vraiment et ce champ-là aussi, l'autre peut-être truc à savoir, c'était le premier cycle qu'on a fait, mais on n'a pas encore vu de différence dans les maladies du sol après un cycle. Donc, après avoir mis beaucoup plus de diversité, on avait vraiment comme 8 différents systèmes avec de plus en plus de diversité, puis on n'a pas observé d'augmentation de la gale commune. Et souvent aussi, moi, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que des mix de plantes avec de la moutarde, par exemple, ça peut vraiment aider aussi. De la moutarde ou le sorgho et le sarrasin, parce le sorgho et le sarrasin ont des molécules qui, en fait, inhibent la croissance d'agents pathogènes. Donc, ça peut aider. Et la moutarde, parce que si on l'utilise en biofumigation, donc c'est-à-dire on la coupe là, quand c'est à 50 de floraison, il faut l'enfouir le plus vite possible si on veut avoir le maximum d'effets de biofumigation, ça peut aussi aider. Mais moi, j'ai vu aussi des producteurs qui ne l'avaient pas enfui si vite que ça, mais juste le fait qu'il y ait beaucoup de matière verte, là, on dirait que le streptomyces, il perd sa niche. Là. J'ai vu vraiment des bons résultats avec ça aussi. Donc, moi, j'ai pas vu d'indication que ça va augmenter la gale commune. On a des mains levées aussi. Je vais prendre la première main levée pour essayer d'alterner un peu entre les deux. Là. Donc, ferme l'unique. Je vais vous autoriser à ouvrir votre micro et poser votre question. Merci de votre patience. OK, question rapide. C'est comme sur la question que Jean-François a posée. Plein de patates, plein de gales, tu as le choix abandon ou bien, mettons, faire de la compost. Si tu décides de faire de la compost,
avec qu'est-ce que je comprends, le bactérie, il va juste rester là. Même dans la compost, il partira pas, là. Fait que c'est-tu comme Euh, ça? ça dépend, ça dépend ça dépend du compost, en fait. Si votre compost monte jusqu'à 85 degrés Celsius, donc si vous avez un compost là, massif, puis que c'est très bien composté, la température interne de la pile de compost monte énormément et ça vous nettoie la matière organique. Et ça, à 85 degrés, ça tue les spores de Streptomyces. Mais si votre compost est petit, que la température n'augmente pas beaucoup, là, vous avez raison. Il ne faudrait pas le répandre sur un autre champ de pommes de terre. Il faudrait l'utiliser à d'autres fins, mais pas nécessairement sur un champ. OK, merci. Il y avait une autre main levée de Jean-François Chabot qui avait peut-être un complément ou une autre question. Je vais te réautoriser ton micro. Tu peux y aller rapidement, Jean-François. Oui, c'est rapidement. Simple complément. Moi, je suis utilisateur de couverts multi-espèces depuis presque 10 ans. Chez nous, ce qu'on remarque, parce qu'on prend des analyses du microbiome du sol, microbiote, puis c'est les populations de champignons prennent la place vraiment à la place des bactéries. Donc, ça vient un peu là, complémenter là, l'information qui était divulguée là, en début de conférence, là, comme quoi les Ah, populations de champignons plus importantes peuvent avoir une incidence sur la réduction de la gale, là. super. OK. Donc, vous ne voyez pas de problème là, avec une augmentation de la diversité des plantes dans votre système. Là. Ça ne vous a pas donné plus de gales communes. Non. C'est une très bonne nouvelle. Des fois, il y a la littérature, puis il y a la vraie vie. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui me dit ouais, c'est ce que je vois dans mon système. Merci du commentaire. On a une autre question dans le clavardage qui est est-ce que les terres noires sont plus propices à la gale commune que les terres minérales? Est-ce que vous avez observé cette particularité-là ou puis là, je me demande est-ce qu'il y a beaucoup de terres noires dans les maritimes, mais Non, on est plus dans le loam, dans le sable et le loam. On n'a pas beaucoup de terre noire comme vous avez au Québec. Moi, si j'avais, j'ai pas, puis même que je te dirais même que c'est une excellente question. Je ne sais même pas si j'ai vu une étude là-dessus. Euh, il y a des fois où, par exemple, il y a vraiment quelque chose sur. Je pense pas que ça soit blanc et noir. Je pense encore une fois que ça dépend vraiment du système, puis comment, tu sais, de l'historique du champ. Donc, je pense que dans les deux cas, on peut ne pas avoir de gale commune ou dans les deux cas, on pourrait en avoir plus. C'est sûr qu'ils aiment beaucoup la matière organique, mais moi, je pense qu'il y a des types de matière organique qu'ils aiment mieux. Par exemple, un exemple pour ça. J'avais un collègue qui est à l'île du Prince-Édouard. C'était des améliorateurs de pommes de terre. Et ils ont acheté une terre à l'île du Prince-Édouard. Ils ont défriché. Et là, ils ont planté de la pomme de terre. Première fois, hein, cette terre-là n'avait jamais vu de gale commune. Et c'était le paradis de la pathologiste sur la gale commune. Il y avait de la gale commune mur à mur partout avec des taux genre de 40 à 50 de couverture de lésions. C'était hallucinant. Et moi, je pense, hallucinant pour la pathologiste, pas beaucoup pour l'améliorateur, parce que je le comprenais pour lui. Je veux dire, il essaie de faire de l'amélioration de pommes de terre, mais il y avait de la gale partout. Fait que pour les semences, là, c'est vraiment pas chouette, hein? Donc, donc là, on essayait vraiment de contrôler la gale commune dans son système. Mais moi, je lui ai dit, écoute, as-tu utilisé de la semence pas propre? Et là, j'ai failli me faire décapiter. Il m'a dit, ben là, non. Mais donc, c'était pas vraiment pas ça. Mais moi, et c'est en fait dans la littérature, il y a des mentions de ça, hein, que première fois qu'on défriche, on défriche une terre, première fois que ça a de la pomme de terre, il y a beaucoup de gale commune. Et moi, je pense que ça nous dit quelque chose. C'est sûr, une forêt, ça a énormément de carbone et c'est un carbone qui est très récalcitrant, qui est très différent de ce qu'on trouve dans un champ en agriculture depuis 50, 60 ans, hein. Et moi, je pense que. Puis, en plus de ça, quand on défriche, souvent, en tout cas, nous, nos sols au Nouveau-Brunswick sont très, très, très acides. Donc, il y a un changement de pH. Là, on fait un changement de pH rapide et tout ça. La combinaison des deux, moi, je pense, qui est vraiment, vraiment
la raison pour laquelle il y en a tant que ça. C'est sûr, ça ne répond pas à votre question directement, mais c'est juste vous donner une idée de la composition du carbone fait une différence. Et moi, je pense que oui, ça peut avoir un effet, mais ce n'est pas juste j'ai plus de matière organique, je vais avoir plus de gale commune. Ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr. C'est la biologie. En complément d'information, il y a Nadia Soudik dans le cavardage qui travaille en terre minérale et en terre noire en Montérégie. Puis elle dit qu'elle a vu des super beaux champs comme des champs plus atteints là, dans les deux cas. cas. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. On a une autre question qui est. Ah oui, ben vas-y, Claudia, commente. Ah non, moi je voulais dire encore une fois, c'est le fameux triangle, là, ça dépend ce qu'on pense, ça dépend à quel point l'agent pathogène est agressif, ça dépend si c'était des bonnes ou des mauvaises années, donc les conditions du sol, les propriétés du sol aussi, hein, donc c'est toujours complexe, c'est toujours pour ça que quand quelqu'un me dit j'ai un problème, je me dis oh boy, on s'assoit là et on discute parce que j'ai besoin de plus d'informations pour te dire ce que je pense qui se passe dans ton système. Ouais. Parfait. On a une autre question. Quand on parle de l'efficacité du 2,4-D, est-ce que c'est attribuable au changement de pH puisque la molécule est acide dans la zone racinaire? Est-ce que c'est dû à cet effet-là ou Ça, c'est une bonne question. Moi, écoute, je te dirais peut-être que quand on utilise un herbicide, là, je t'avoue que tu m'en poses une bonne. Si on l'utilise en herbicide, là, on a vraiment, je me souviens pas, ça dépend un peu de ce que tu veux contrôler. Je regardais ça juste pour voir à quelle concentration on applique le 2,4-D si on veut l'utiliser comme herbicide. Puis c'est sûr, ça dépend, la culture est-tu jeune, le stage de croissance, le type de mauvaise herbe, en tout cas, il y a bien des trucs là, mais ça va de genre 600-700 millilitres par l'acre ou même jusqu'à 1,2 millilitres par l'acre. Donc, il y avait vraiment une énorme... donc, c'est sûr que là, quand on parle de tout ça, on parle de vraiment plus de produits qui est appliqué. Moi, là, dans mon cas, là, c'est une minuscule quantité, là, c'est 48 millilitres par hectare, donc par acre, pardon. Donc, c'est vraiment, là, quand on dilue ça, puis on l'applique, on dit, écoute, j'ai juste appliqué. Ma première fois qu'on a fait ça, nous, on s'est dit, ça y est, on vient d'appliquer juste de l'eau. Ça ne marchera pas. Puis en plus, on ne voyait pas de signe de phytotoxicité. Fait que je me suis dit, bah boy, ça y est, on a fait une erreur, puis ça ne marchera pas. Puis finalement, ça marchait. Fait que c'est vraiment pour ça que moi, je dis, je ne suis pas sûre que ça soit un effet de changement de pH, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on mesure. Là. Ça, c'est pas évident. Il faudrait quasiment le faire en liquide, parce que dans le sol, c'est vraiment pas évident là, de faire ça, mais c'est une bonne question. Moi, si je prenais une chance, là, je te dirais non, c'est pas un effet de pH, juste parce qu'on en utilise pas beaucoup. Mais j'ai pas d'évidence. C'est juste mon intuition. Ça demeure à tester, donc d'autres projets possibles. Tout à fait. On a une autre question concernant le minuet, mais si les gens se demandent si tu as observé des problèmes avec l'application du minuet en même temps que des applications à la plantation de fongicides ou d'insecticides, là, moi, ce que je sais, c'est en tout cas, il faudrait vraiment regarder le label, comment on dit ça en français, donc la fiche signalétique, non, ou en tout cas, c'est les recommandations qu'ils disent, mais l'étiquette, merci. L'étiquette du produit, ça paraît-tu que je travaille en anglais d'habitude? L'étiquette du produit, oui, parce que moi, je sais que les fongicides, il n'y a pas de problème, parce que, puis l'étiquette l'indique d'ailleurs avec quoi c'est compatible ou si c'est pas compatible, mais comme je vous disais, pour les producteurs qui ont participé à utiliser le minuette à l'île du Prince-Édouard, ils ont utilisé la même chose, les mêmes fongicides que d'habitude. D'ailleurs, ils se demandaient si il faudrait peut-être essayer juste le minuette, pas les fongicides, pour voir est-ce que peut-être que le minuette pourrait complètement remplacer ça, mais ça, ils ne l'ont pas essayé, fait que je ne peux pas vous dire, là, mais c'est définitivement compatible avec les fongicides. Mais regardez l'étiquette, prenez ça avec un petit grain de sel, là, je ne me suis pas penchée sur la question. Parfait. Une autre question, je m'excuse, j'ai peut-être une dernière. Il y a des gens qui demandent, tu parlais de variétés tolérantes à la gale, peux-tu en nommer quelques-unes que tu sais que vous avez testées qui sont assez résistantes ou qui sont reconnues résistantes? Ben, il y en a quand même une énorme. Et ça, habituellement, sur le site de l'ACIA, en tout cas de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et ça vous le dit là-dessus, mais j'ai aussi, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il y avait Eugenia Bank qui avait testé là, plein de
variété de pommes de terre. Puis moi, j'avais gardé ça parce que je trouvais ça vraiment cool. Elle avait comme, tu sais, super sensible. Et moi, je trouve que ça marche quand même bien. Là, le truc que je vais vous dire, par exemple, c'est que la tolérance, des fois, ça dépend aussi de votre champ. Ça dépend des conditions, ça dépend de l'histoire de votre champ, ça dépend à quel point c'est agressif. Mais moi, je trouve que, comme par exemple, Supérieur, moi, je l'ai utilisé, j'ai trouvé que ça allait vraiment bien. Puis c'est Gold Rush, comme je vous dis, ça, c'est vraiment, moi, je suis vraiment impressionnée. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gales avec celle-là, mais il y en a plein d'autres aussi. Puis elle a vraiment plein de catégories. Mais si ça vous intéresse, là, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire parvenir cette liste-là. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Des fois, je me dis, je veux quelque chose de vraiment sensible ou je veux quelque chose de vraiment tolérant. Puis vraiment, c'est comme ça que j'ai choisi, puis ça marchait bien pour moi. Là. Mais ce que je veux que vous réalisez, c'est qu'il faut l'essayer dans vos conditions pour voir est-ce que vous aussi, ça vous donne le même genre de tolérance. Ou des fois, il y en a qui me disent, ben là, chez nous, l'Atlantique, c'est pas si tolérant que ça. Là. Mais ça, ça dépend. Là. Moi, dans mes conditions, moi, ça l'était, mais ça ne l'est peut-être pas pour toi. Mais habituellement, ça se tient quand même pas pire. Là. Moi, je vous dirais, donc, c'est une bonne liste à avoir si vous voulez voir les options. Puis l'autre aussi, c'est sûr que la liste que j'ai est peut-être un peu vieille. Là. Sur le site de l'Agence d'inspection des aliments aussi, il y a des informations qu'il peut avoir là, si c'est des variétés plus récentes ou qui ne sont pas sur la liste qu'Eugénia nous avait partagée. Parfait. Bon. Yves, comme l'heure avance, je prendrais peut-être le relais là, pour encore une fois remercier tout le monde pour votre présence, remercier aussi pour vos questions. Là, on voit bien que la gale commune est un sujet chaud qui préoccupe un peu tout le monde. Donc, je te remercie toi aussi, Claudia, pour ta magnifique présentation. C'était vraiment super intéressant. Puis, on voit que tu es à l'aise avec le sujet, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, c'est ça. Puis, le fait aussi que tu sois disponible pour répondre aux questions, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, c'est ça. Je termine en vous remerciant encore une fois, là, tout le monde. C'est toujours des événements très enrichissants. On a, comme je le disais, là, 145 personnes. C'est vraiment merci de votre présence. Puis, au nom du comité organisateur, là, encore une fois, bonne journée. Merci à vous.